c'est le grand oral des grandes gueules. Monsieur Christophe Barbier. Bonjour Christophe Barbier, au théâtre, éditorialiste, comédien pour la pièce L'un de nous deux au théâtre Petit Montparnasse. Vous êtes Georges Mandel, Emmanuel de Chartres et Léon Blum. Blum, l'homme de gauche, vous, l'homme de droite. Rôle de composition Oh, bien sûr, rôle de composition, parce que cette droite-là était bien loin des débats d'aujourd'hui. Évidemment, c'est une droite en plus qui vient de la gauche, parce que Mandel était le collaborateur de Clémenceau. Et Clémenceau a commencé quand même à la fin du 19e sur une ligne plutôt à gauche. Et puis après, il y a eu la présidence du Conseil en 1906-1907, avec des grèves très dures qu'il a fallu réprimer. Et puis la guerre, bien entendu. Et il s'est retrouvé, Mandel, rejeté vers la droite. Alors, tous les deux, on est en 1944, ils sont prisonniers tous les deux, l'homme de gauche, l'homme de droite. Finalement, les circonstances font qu'ils se mettent à dialoguer. En quoi cette pièce et ce dialogue fait-il écho à notre époque, ou qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui d'actuel dans ce dialogue entre les deux? Plusieurs choses. D'abord, leur dialogue, c'est un dialogue sur comment gouverner, comment réformer un pays. Blum pense qu'on peut réformer uniquement par le compromis, en entraînant les gens lentement mais sûrement. Et Mandel est plus tranchant. Il considère que la réforme, ça doit être aussi bousculer les habitudes, casser les corporatismes et être intransigeant. C'est un peu le débat qu'on retrouve aujourd'hui entre ceux qui veulent faire une réforme un peu à la hussarde, type Macron, et puis ceux qui pensent qu'au contraire, il faut dialoguer. Alors on voit bien que le premier type, Macron, au bout d'un moment, ils se disent qu'il faut aussi dialoguer, sinon on est trop cassant, on provoque des révoltes. Et ceux qui dialoguent trop longtemps, à la Chirac ou à la Hollande, ils réforment pas grand-chose. Donc la vérité est sans doute un peu entre les deux. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est Macron. C'est-à-dire que Macron, il va défendre l'Amazonie au Conseil de l'ONU sur l'environnement, et en même temps, il met le dossier de l'immigration de manière assez ferme sur la table. Parce que la vérité aujourd'hui échappe au camp idéologique. Les idéologies sont effondrées. Il y a des bonnes causes et des bonnes méthodes à droite comme à gauche, et il faut essayer à la fois de dépasser ce clivage et quand même de garder ce qu'il y a dans chacune des familles, un peu d'opérationnel et d'efficient. Et puis, et là aussi ça nous renvoie au dialogue Blum-Mandel, si on échoue dans la réforme, ça veut dire qu'on laisse la place à ceux qui sont sur des méthodes beaucoup plus radicales, beaucoup plus extrémistes. Et on retrouve dans ce débat entre les modérés et les populistes aujourd'hui, ce qu'il y a pu avoir avant et pendant la guerre comme débat entre ceux qui étaient pour des solutions extrêmement radicales, nationalistes, guerrières, et ceux qui pensaient qu'il fallait garder confiance dans la démocratie représentative. Un extrait, quelques secondes, Blum-Mandel au théâtre, c'est avec Christophe Barbier et Emmanuel de Chartres. Quand Pétain vous a traîné au procès de Riom en 42, j'ai aimé votre violence contenue. Ma violence à moi serait plus directe que la vôtre. Mitraillette, toujours votre indulgence. Mais il n'y a pas de système sans les hommes, des individus libres. De l'indulgence ou de la générosité? De tous ces maîtres de la France égoïste, j'ai été, si je vous comprends bien, le valet. Non. Le valet est pire que le maître. Mais non, Mandel, je ne dis pas cela. Il me semble qu'il vaut mieux que nous en restions là. Vous avez été plusieurs fois ministre. J'ai été président du Conseil, mais avons-nous agi? Avons-nous créé? Monsieur Maxime Yeddo. La pièce est... joue bien. Hein. Merci. Vous jouez bien, je trouve. Merci. Hein. Je pensais vous voir avec l'écharpe rouge, mais... Ah non, on oublie tout ça. Non, la pièce est bonne, le théâtre est intimiste, donc ça rend d'autant plus, je trouve, la séance agréable. On sort très vite du personnage qu'on a l'habitude de voir à BFM, ce qui aurait pu être éventuellement un inconvénient. Il y a quelque chose d'assez frappant dans les dialogues que vous récitez très bien d'ailleurs, c'est les phrases qui font écho aujourd'hui à un point qui sont presque troublants. La violence, quelle victime a-t-il faite? Eh bien, les employés qui ont perdu leur boulot, les commerçants qui ont fait faillite, et ceux qui vont devoir payer la note parce que le gouvernement a lâché des milliards, mais il faudra bien les récupérer. Donc on va les récupérer sur quoi? Le système social ou sur le pouvoir d'achat. Donc à un moment donné, le choix du désordre, soit il est révolutionnaire, on change de régime, ça fait des dégâts, mais c'est comme ça, c'est l'histoire, soit il est contre-performant. Et ce que dit Clémenceau à travers Mandel, c'est que le désordre, il opprime d'abord en effet le faible. Et c'est toujours le riche qui finit par s'en sortir, c'est toujours les partis de l'ordre qui finissent par triompher. Et suite à ça, se dégage aussi une pensée que votre personnage a, qui dit en fait tout simplement le problème aussi du manque de l'action ou du manque de conviction, c'est que ça déstructure et que ça mine la démocratie. C'est aussi ce que vous pensez de la Ve République? Oui, je pense qu'à partir du moment où on est dans le laxisme, dans une forme de ramollissement, on se dit bon au moins j'ai la paix pendant 15 jours, 3 mois, le reste de mon quinquennat, mais ça finit toujours par se retourner contre le pouvoir. Et si on n'a pas depuis 40 ans trouvé des solutions à la crise, ça finit par créer des crises diplomatiques et des crises politiques bien plus graves. Alors,
Anas Kazib, Gilles-William Goldnadel. Anas Oui, non, mais sur Monsieur Barbier, hein, tu peux très bien au-delà de la pièce. Moi, Monsieur Barbier, il est à l'opposé de moi, mais j'adore ses analyses. J'écoute beaucoup. C'est dans l'air. J'ai trouvé qu'il avait les analyses sur le mouvement des Gilets jaunes et d'une justesse quasi parfaite. Moi, je suis pas d'accord sur les conclusions, sur le comment, mais je trouve que Christophe Barbier, notamment Yves Tréhard, ont été les premiers à avoir une finesse sans parti pris, c'est-à-dire que moi, plusieurs fois, je vous ai entendu parler parfois de spectre révolutionnaire, de retour de la lutte des classes. Et c'est vrai que quand on parle de Léon Blum, enfin moi, il y a un livre que je recommande qui est Où va la France de Trotsky sur la période de 34-36, où on relie des moments en fait de grève, des moments qui ressemblent quasi insurrectionnels, qui ressemblent quasi trait pour trait à ce qui s'est passé au mois de décembre. Et c'est intéressant que vous plongiez là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu où vous voyez ce côté lutte de classe, mais qu'en même temps, on va dire l'éditorialiste Christophe Barbier essaye par moment de le rejeter, quoi. C'est pour ça que vous avez pris Monsieur Mandel. Mais c'est vrai qu'en 34-36, ça aurait pu tomber du côté de l'extrême droite, hein, le 6 février 34. Et là, t'es là, ça donne le Front populaire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste du côté de la démocratie représentative. Mais cette balance-là, elle est toujours au-dessus de notre tête. Pour qu'il y ait lutte des classes, faut qu'il y ait des classes. Moi, ce que je reproche principalement aux Gilets jaunes, c'est de ne pas avoir su s'organiser, trouver des leaders, trouver des idées, faire un programme. Et l'hétérogénéité aussi. C'est très hétérogène et finalement, ça ne finit par trouver son unité que dans la volonté partagée de nuire au pouvoir. Mais c'est stérile, ça. C'est stérile, ça n'apportera pas des progrès sociaux. Oh, ça peut apporter tel ou tel ministre qui va lâcher quelques milliards, mais ça n'apportera pas un changement de société. Le vrai mouvement de fond en ce moment qui veut changer les sociétés, c'est les jeunes sur le climat. Ouais, voilà. Et ça, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Mais qui se sont encore fait infiltrer durant le week-end. Et oui, parce que ceux qui les infiltrent ne veulent surtout pas qu'un combat légitime l'emporte sur le terrain des idées et demain des élections. Ils veulent parasiter par de la violence pour être dans le nihilisme. Et c'est ça qu'il faut combattre, c'est le nihilisme. Est-ce que les jeunes, vous pensez, dans la politique actuelle, ont leur place, je pense notamment, ou même dans la vie actuelle, ont leur place au point de faire changer les choses? Je pense notamment à ce qui s'est passé ce week-end. Vous en avez parlé dans la matinale et tout. Le The Event, ça a rapporté 3 millions d'euros pour l'Institut Pasteur. L'année dernière, plus d'1 million. C'est record, c'est historique, juste avec des streamers et des gens qui les regardent. Vous pensez vraiment qu'on a encore le pouvoir en France, les jeunes, de changer des choses? Bien sûr, de les changer par ces comportements-là, par les nouvelles technologies, de les changer en investissant le champ démocratique, c'est-à-dire en se présentant aux élections et en les gagnant, mais en changeant aussi cette 5e République qui est en effet un peu archaïque, avec des modes de scrutin un peu raides, avec une impression que les votes ne servent pas à grand-chose. Il faut investir le champ du pouvoir pour changer la démocratie représentative. Mais sinon, si on nie les principes de la démocratie, on aura la démocrature et ça se retournera contre la jeunesse. Moi, je voulais juste vous relancer rapidement sur le mouvement des Gilets jaunes, sur la suite. Il y a un livre moi que j'ai lu récemment là sur le mouvement des Gilets jaunes, qui est écrit par Juan Chingo, je crois de mémoire. Le titre c'est Lorsque le trône a vacillé. Il y a un effet. Qu'est-ce que vous pensez de cet effet dont on parle de gilet jaunisation du mouvement ouvrier? C'est-à-dire qu'on a pu le voir avec la RATP et notamment sur tout le long avec la future réforme des retraites, où en fait il y a un truc réellement à la base en fait, où il y a des acquis du mouvement des Gilets jaunes, de ceux qui n'ont pas spécialement participé, mais qui ont regardé en fait cette spontanéité, cette radicalité, et notamment ce rejet des négociations, ce rejet de la bureaucratie syndicale, en fait, de ceux dont on a l'impression qui trahissent les grèves. Et moi je le vois ça, je sais pas ce que vous en pensez en fait dans cette rentrée 2019 de ce côté gilet jaunisation entre guillemets du mouvement ouvrier. Oui, qu'ils aient rejeté les syndicats comme ils ont rejeté il y a 2 ans dans les urnes les partis politiques, c'est-à-dire en effet les structures bureaucratiques d'organisation du débat, c'est très bien et on voit bien l'obsolescence de ce système. Mais en le remplaçant par quoi? Si c'est l'anomie et l'anarchie dans la rue, ça mène à rien. Donc il faut le remplacer par autre chose de structuré. C'est pour ça que je pense que les Gilets jaunes devraient investir le terrain démocratique en se présentant massivement au municipal, parce que c'est l'échelon de base de notre démocratie. Et je suis moi partisan du syndicalisme obligatoire. On rentre dans une entreprise, on est obligé de choisir son syndicat. Donc les gens ne choisiront pas des vieilles badernes idéologiques et dogmatiques, ils choisiront les syndicats qui sont les plus actifs, qui changent concrètement leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Ils chercheront l'utilité du syndicat et pas l'idéologie du syndicat. Et à ce moment-là, les pouvoirs seront obligés de dialoguer avec les syndicats, que ce soit les patrons ou les ministres. D'accord, mais je vous relance pas. Il écoute attentivement, maître Gilles-William Goldnadel. Oui, mais pardon, je suis... Face au micro, toujours, s'il te plaît. Que la France profite de tes propos. Beaucoup plus passionné par la pièce, pardon de vous le dire, mais d'abord, j'oubliais même que c'était vous. J'étais plongé dans le personnage de Mandel. Franchement, vous le campez très bien. D'autant plus que vous ne lui ressemblez pas. Je veux dire, c'était quelqu'un de très cassant. Oui.
Mandel. C'était quelqu'un même d'antipathique. Oui, tout à fait, complètement. Et moi, ça me touche énormément. Ce couple-là me touche énormément parce que, personnellement, je me sens très proche de Blum et très proche de Mandel. Ces deux juifs, je rappelle, hein, ce sont deux juifs qui sont enfermés dans le même camp, qui ont été poursuivis par Vichy. Et j'attire votre attention, vous devriez lire les mémoires de Garçon. Maurice Garçon, avocat. L'avocat, il va voir... Académicien, d'ailleurs, je crois. Après, à l'Académie française. Ça a été un type exceptionnel. Il ne brillait pas par le philosémitisme. Et il va voir Mandel dans sa prison. Il en parle dans son journal. Et quand il en ressort, il écrit qu'il n'avait jamais vu un type aussi courageux et visionnaire. Donc c'était un serviteur de l'État avant tout, droite, gauche, je ne sais pas. Il était serviteur de l'État jusqu'à l'excès, et Blum, vous savez comment il était, lui, en homme de gauche. Effectivement, vous l'avez dépeint comme quelqu'un de conciliant, avec peut-être sa responsabilité dans le problème du réarmement. Bon. Il s'interroge d'ailleurs là-dessus jusqu'au bout. Il s'interrogeait. Ce que je veux dire, pardon d'attirer la question sur la question juive, mais il y a une scène que rapporte Blum et qui est très touchante pour moi. C'est Mandel qui lui dit en confidence. Mandel était très ennemi du sionisme. Et juste avant de partir pour être exécuté, il ne le savait pas, par la milice, il confie à Blum, qui lui était très favorable au sionisme, il lui dit, vous savez Blum, j'ai bien réfléchi, ça serait pas mal un État juif. Et donc à ce moment-là, justement, où les deux étaient évidemment victimes de ce que vous savez, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais les deux hommes, je dois vous dire que je me sens très proche d'eux, alors qu'eux-mêmes sont très éloignés l'un de l'autre. Pourquoi n'ont-ils pas quitté la France? Pourquoi Mandel, alors que Churchill lui avait envoyé un avion, ne va pas à Londres en juin 40? C'est parce qu'il veut rester en territoire français. Alors il va au Maroc et il se fait arrêter par Vichy, 4 ans de prison, et il est tué par la milice. Pourquoi il n'a pas voulu aller à Londres? Parce qu'il se disait, moi juif, si je quitte le territoire national, tous les antisémites vont dire c'est un déserteur, c'est un antipatriote. Donc je ne peux pas leur faire ce cadeau. Donc je vais rester sur le territoire, et c'est ce qui va causer sa perte. Du coup, les Anglais vont voir un autre ministre qui venait d'entrer au gouvernement, qui s'appelle Charles de Gaulle. Et c'est de Gaulle qui les emmène à Londres. Vous voyez à quoi ça tient un destin. Et puis, Mandel, oui, serviteur de l'État, c'est lui qui a inventé, entre guillemets, la radio et la télévision en France. Comme ministre des PTT, il a poussé avec son collaborateur Pierre Laffut la radio publique, il a inventé les dramatiques radiophoniques, il a emmené les gens de la Comédie Française au micro lire des pièces, et il a poussé un truc qui commençait, dont les gens disaient, oh, ça marchera jamais, c'est la télévision. Oui, c'est ça. Et le premier essai de télévision, c'est en 1934 quand il est ministre. Le premier essai public, c'est en 1942 sous l'occupation, et après la guerre, ça devient ce que nous connaissons, la télévision. C'est à voir, c'est à la fois de l'histoire, c'est de la politique, et ça résonne aujourd'hui de manière très actuelle. Merci Christophe Barbier. Merci à vous. Au théâtre, Christophe Barbier avec Emmanuel Deschartres, Blum et Mandel au Petit Montparnasse. Merci d'être passé par les GG. On se retrouve demain avec Jacques Maillot, Zora Bitan, Jérôme Marty, et à 12h20, Édouard Bergeon, réalisateur de ce long métrage Au nom de la terre avec Guillaume Canet. Édouard Bergeon a filmé la détresse paysanne jusqu'au suicide. Ça fait écho au drame qu'a vécu son père, et il viendra nous en parler demain. Passez une bonne journée et rendez-vous à 9h en direct sur RMC Story. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.